Bonjour Guillaume Duval. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à Alternative économique et vous ouvrez fort le débat avec ce livre, Trump, Poutine, Orban, Salvini, le Brexit, une chance pour l'Europe. Alors on comprend où vous voulez en venir, il y a tellement de menaces que c'est une chance de sursaut. Est-ce que j'ai bien résumé votre livre ? Oui, enfin donc il ne s'agit pas du tout de nier les graves difficultés dans lesquelles se trouve l'Europe, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser l'avenir comme l'extrapolation du passé. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à faire de grandes choses depuis un certain nombre d'années. Et j'ai le sentiment que, en fait, les opportunités sont énormes, qu'on pourrait avoir des progrès très rapides et très forts dans l'intégration européenne, dans un sens plus social, plus écologique, plus démocratique, et que si on ne les saisit pas, c'est parce qu'on ne les voit pas. Donc effectivement, cette idée, qui est assez commune de dire derrière un risque, il y a toujours une opportunité, mais en même temps, j'essaye d'être un peu précis sur chacune d'entre elles. Pour quelles raisons je dis que Trump, Poutine, Orban, etc. Sont des opportunités, mais on va y venir sans doute. Alors oui, précisément, si on les prend un petit peu dans l'ordre, déjà le Brexit. Le Brexit, c'est le cas le plus simple, le plus évident, c'est-à-dire qu'effectivement, ça montre que même un grand pays comme le Royaume-Uni, qui a été le pays dominant au XIXe siècle, personne ne l'attend dans le monde s'il est sorti de l'Union européenne. Les Américains veulent bien discuter de commerce avec eux, mais à condition qu'ils prennent du poulet chloré, des OGM, du bœuf aux hormones, etc. Les Chinois ne veulent même pas discuter avec eux dans l'immédiat, et pour eux-mêmes, ça, c'est évidemment très, très compliqué. Alors là, c'est un exemple assez simple. Le Brexit pose quand même un problème pour l'Europe qui est important et qu'il faut résoudre, c'est que s'ils sortent, il faut quand même qu'on garde des relations étroites avec eux, parce que sur le plan de la défense et de la politique extérieure commune, ça reste malgré tout un des points forts de l'Europe potentielle. Mais c'est vrai que face au Brexit, les Européens sont curieusement restés très unis, comme ils ne l'avaient jamais été dans certaines négociations ces derniers temps. Donc effectivement, vous montrez tout ce qui croit aussi dans le bon sens des enjeux, on dit aujourd'hui adressés, mais je ne vais pas faire cet anglicisme, on a compris l'idée. Absolument, c'est vrai que c'était une surprise d'une certaine manière, mais ça traduit aussi une des choses que je dis dans le bouquin à propos d'Orban et de l'Europe centrale. Donc c'est sur eux notamment que les Anglais pouvaient compter éventuellement pour diviser les Européens. Le fait qu'ils ne l'aient pas fait dans le cas du Brexit, ça traduit une chose qui est importante à comprendre, c'est que certes ils sont eurosceptiques, mais ils ne feront jamais éclater l'Union européenne parce qu'ils ont trop peur, en particulier de Poutine et des Russes, et de se trouver tout seul face aux Russes. Donc ils sont très attachés en fait à l'Union européenne. Quand on interroge les Hongrois, les Polonais, etc., ils sont plus attachés à l'Europe que nous, ou évidemment que les Italiens qui sont devenus très eurosceptiques aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose importante. Par contre, le fait qu'ils soient eurosceptiques, ça libère d'un certain côté une autre opportunité, qui est que pour les Allemands jusque-là, ils étaient très opposés, très réticents à l'intégration de la zone euro, parce que pour un chancelier allemand, pour une chancelière allemande, surtout quand elle est née, enfin quand elle a grandi en Allemagne de l'Est, ce qui se passe en Pologne est au moins aussi important que ce qui se passe à Paris, et donc ils ne voulaient pas isoler les Polonais. Mais là, avec ce qui se passe en Europe centrale et orientale, ils ont compris qu'il y en avait pour un moment, et que s'ils voulaient conserver, relancer l'intégration européenne, ils n'avaient pas d'autre choix que de se tourner vers la France, d'autant que le Royaume-Uni était dehors aussi, donc une autre alliance potentielle qui a disparu. Donc dans ce contexte-là, et je crois que les Allemands ont compris qu'ils sont beaucoup plus faibles qu'ils n'en ont l'air. Ils sont puissants économiquement, même si leur économie va plutôt moins bien en ce moment. Mais dans un monde où les dangers géostratégiques sont devenus très importants aux portes de l'Europe, ils ne pèsent pas grand-chose sur le plan militaire, sur le plan de la diplomatie, etc. Donc ils ont compris qu'ils sont faibles et qu'ils ont besoin de l'Europe. Je ne crois pas qu'ils veuillent sortir de l'Europe, et dans ce contexte, ils ont besoin de la France, et on peut faire des choses ensemble si nous leur demandons suffisamment de choses. Alors vous connaissez très bien l'Allemagne, vous avez déjà consacré des livres, vous avez vécu en Allemagne, et donc effectivement vous soulignez des choses qu'on dit peu en France, finalement cette maturation du débat en Allemagne. On voit que les Allemands bougent quand même toujours très tard, puisqu'ils n'ont pas bougé pendant la crise de l'euro, etc., autant qu'on le voulait sur la Grèce, etc. Alors en quoi Trump et Poutine, pour finir, sont des opportunités pour nous ? Vous l'avez un peu dit pour Trump. Trump, d'une part, parce qu'il poursuit et il amplifie
un mouvement qui est structurel, qui durera même après lui, qui est le désengagement de l'Europe des États-Unis, donc les États-Unis qui se ressentent sur eux-mêmes parce qu'ils ont des gros problèmes, qui en ont marre d'être le gendarme du monde et de l'Europe en particulier. Ouais. Donc ça nous oblige à avoir une politique de défense et étrangère commune, et les Allemands y sont prêts, qui étaient très attachés à l'OTAN, aux Américains jusque-là, etc. Et l'autre aspect qui fait que Trump peut nous aider, par contre, aussi, c'est sur le plan commercial. Donc son agressivité commerciale, bon, il l'a tournée pour l'instant vers la Chine essentiellement, mais c'est une affaire en cours de règlement. Il risque de la tourner maintenant vers l'Europe et l'Allemagne en particulier. Donc le fait qu'il insiste beaucoup, et à juste titre d'ailleurs, pour que les Européens réduisent leurs excédents, et leurs excédents vis-à-vis des États-Unis en particulier, peut nous aider à convaincre enfin les Allemands, l'Allemagne, de changer de politique économique en Europe. Aucun Européen n'y a réussi jusqu'ici. Je pense que les Américains ont le pouvoir de peser suffisamment fort pour obliger les Allemands à accepter une relance de la demande intérieure en Europe pour qu'ils puissent continuer à vendre des voitures aux États-Unis. Quant à Poutine, donc sur le plan géostratégique, c'est aussi la même pression, avoir une politique de défense et étrangère commune. Mais en plus, la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe, ou aussi la dépendance européenne vis-à-vis du pétrole saoudien, nous oblige à accélérer la transition énergétique. Donc une des spécificités de l'Europe, c'est qu'on est le pays, la zone la plus anciennement industrialisée au monde, et donc celle qui a le plus épuisé sur son propre territoire les ressources fossiles en particulier. Si on n'est pas capable de s'en passer, on ne sera pas capable de maintenir notre modèle social, notre niveau de vie. Ce n'est pas simplement pour nos arrière-petits-enfants ou pour être gentil pour le climat et le reste du monde, c'est pour nous immédiatement, tout de suite. Et là-dessus, je pense qu'on pourrait aussi convaincre les Allemands et d'autres Européens qu'il faudrait faire beaucoup plus pour la transition énergétique et que ça pourrait être le noyau, le cœur d'une relance de l'intégration européenne. Alors c'est votre conclusion, on ne s'y prend pas bien pour saisir ces opportunités. Vous êtes assez dur avec Emmanuel Macron. Pourquoi ? Oui, donc Emmanuel Macron parle beaucoup d'Europe, mais jusqu'ici, depuis 2 ans, il n'a pas atteint beaucoup de résultats. Je crois que c'est parce qu'il se trompe de diagnostic. Il se trompe de diagnostic sur l'Europe, il se trompe de diagnostic sur la France. Sur l'Europe, il est finalement assez d'accord avec la politique économique que veulent mener les Allemands, donc l'austérité budgétaire, la déflation salariale, etc. Donc c'est ça qui a poussé l'Europe dans le mur jusque-là, qui a fait monter les eurosceptiques en particulier. Donc là-dessus, c'est pas bien. Mais il est aussi d'accord pour la France, pour faire ce que les Allemands voudraient en France, et c'est aussi pour ça qu'il échoue en France, qu'il a mis les gilets jaunes dans la rue avec sa politique injuste et pas très efficace sur le plan économique. Donc il échoue à la fois en Europe et en France, et comme il échoue en France, en plus, ça l'affaiblit beaucoup vis-à-vis des autres Européens, et en plus, sa vision très napoléonienne, jupitérienne de sa fonction passe très mal chez nos voisins, qui sont des vrais démocrates en général, et qui se méfient beaucoup des bonapartistes. Eh bien, merci Guillaume Duval. Et pour en savoir plus sur tous ces enjeux, votre livre sur les chances que l'Europe doit saisir face aux menaces. Merci à vous.